Je vais demander à la table de l'ACID, puisqu'ils ont demandé à passer en premier, de venir me rejoindre. Alors bien sûr, vous vous présentez. M'écoute pas. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, où vous travaillez, et ensuite, allez-y. Alors déjà, c'est pas moi qui ai voulu passer en premier, hein, c'est Vincent. Merci. Donc nous, on était à la table qui étions avec l'ACID et qui travaillons sur la question de la santé mentale. Il faut qu'on se présente individuellement, c'est ça? Voilà, moi je suis Peggy Vallet, je travaille au cinéma Le Luxi d'Ivry. Et moi, je suis Vincent Marty et je travaille pour News Story. Faut que je te tienne le micro. Oui, oui. C'est parce qu'on ne travaillait pas sur les VSS, c'est pour ça. Donc on est parti de l'idée d'un constat que la question de la santé mentale était une question assez peu abordée dans nos métiers et que quand on partage nos expériences, il serait peut-être temps de la traiter puisqu'on rencontre un certain nombre de problématiques, qu'on voit aussi une accélération de ces questions-là et une présence de plus en plus importante, notamment avec l'évolution de la société de manière globale, mais on s'est dit avec la crise du Covid et puis avec aussi la situation de l'exploitation et la situation de la distribution et peut-être de la production. Oui, et Pauline nous a rappelé que toutes les entreprises avaient des obligations vis-à-vis de l'identification des problèmes de santé mentale dans l'entreprise. On va donc proposer de communiquer à tout le monde leurs obligations vis-à-vis de ça. On a beaucoup rapproché la réflexion sur la santé mentale de la réflexion du milieu sur les violences sexistes. Et je crois qu'effectivement, Pauline l'a dit en début de conversation, et c'est assez juste, c'est un peu comme si on était il y a 10 ans sur les violences sexistes. Et on commence à un peu prendre conscience que c'est une vraie problématique qui est partagée. Donc on propose qu'il y ait déjà un moment d'identification de l'ampleur des dégâts, un peu. Tu veux savoir, est-ce que... Pardon, je vais bien compléter. On est parti aussi du constat que la plupart d'entre nous ne connaissions pas forcément les ressources qu'on avait à notre disposition pour avoir recours en cas de problème dans ce domaine-là, et qu'on avait aussi une méconnaissance du droit du travail et notamment des conventions collectives propres à nos filières. Exactement, et de rappeler qu'il y a un droit du travail, qu'il doit s'appliquer à toutes les entreprises et qu'il peut couvrir justement des phénomènes qui amènent à détériorer la santé du mental. Donc c'est à la fois une question de mœurs, qui est du coup globale, mais je crois que le milieu du cinéma fait partie des milieux qui peuvent faire avancer ce genre d'idées, mais aussi une question réglementaire, quoi. Et dans le milieu du cinéma, on pense que c'est plutôt à partir du CNC qu'il faut avancer et de proposer par exemple un peu le même genre de dispositif que sur les violences sexistes, c'est-à-dire une formation des chefs, parce qu'on pense que ça passe par le management du haut et notamment dans les petites structures en distribution par exemple, parce que dans l'exploitation, le droit du travail est déjà un petit peu plus encadré, mais notamment à partir du temps de travail, du temps de récupération, et en gros demander au CNC de fixer une frontière très identifiée entre le privé et le professionnel. Merci. Donc une formation obligatoire, cela va sans dire. En fait, le Code du travail, ce n'était pas uniquement la seule problématique qu'on avait identifiée en fait, dans cette problématique de la question de la santé mentale. Et on s'est dit qu'une formation de manière générale sur les questions de santé mentale incluait le droit du travail, mais pas uniquement. En effet, il y a la question du Code du travail, mais que de former des employeurs à la question de la santé mentale incluait aussi une formation en droit du travail. Une culture de notre milieu qui a beaucoup tu travailles dans le cinéma, c'est bon, tu peux bosser 70 heures, et puis là, tu as fait ton festival, tu viens bosser demain à 9 heures, c'est comme ça, c'est le cinéma, et puis c'est tout. Et bon, voilà, il y a peut-être une question de culture qui a travaillé et à faire avancer. Okay, Et puis dans les propositions, donc, il y avait aussi la question de rendre visible et d'entendre des témoignages, donc de donner des espaces de parole et de lister ce que Pauline est en train de faire, des ressources qui sont des ressources possibles pour avoir des recours sur ce sujet-là. Voilà, je crois que c'était tout. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est bon. Très bien. Que 3 minutes. Hein, donc. Merci. Merci. Je vais demander à la table du DIR et de Sonis de venir faire sa restitution. Quentin, il chronomètre. Alors la règle ici, c'est que quand vous arrivez de la fin, il se rapproche, et quand vous dépassez, il se met carrément devant vous. Voilà, c'est pour vous signifier que vous avez dépassé votre temps, discrètement.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sia Couturier, je fais partie de Sonis. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Muller de chez Dulac Distribution et j'avais mis mon pull pour faire de la luge. Bientôt, bientôt. Du coup, nous, en tant que Sonis, on est un prestataire de services auprès des distributeurs et des exploitants. Donc, on a eu la chance, grâce à la DIR et à notre tablé, de pouvoir présenter nos différents services et des pistes de solutions sur lesquelles on a travaillé en amont. Donc, on a discuté de tout ce qui était fabrication d'affiches. Sur ce service-là, on a parlé principalement de l'utilisation du papier recyclé, qui permettrait de diminuer l'impact environnemental pour les distributeurs. Également, de mettre à disposition un outil pour que les distributeurs puissent avoir en fait un comparatif de quantité d'affiches à commander pour leur film selon la typologie du film, pour pouvoir en fait fabriquer au plus juste et éviter le gâchis d'affiches. Également, on a parlé aussi de la partie affichage dynamique. Donc là, c'était plus au niveau des exploitants et sur le cycle de vie de l'écran. Voilà, où on souhaite favoriser donc la réparation de l'écran, également la reprise de l'écran par les fabricants qui vont s'occuper du recyclage, et également de mettre à disposition une charte des bonnes pratiques auprès des exploitants pour pouvoir en fait utiliser au mieux l'écran en termes d'allumage, extinction, etc. Et pour finir, on a parlé un petit peu des transports des DCP, où là on parlait plus en fait vraiment du transport entre nos locaux et le cinéma, sur lesquels en fait on pourrait travailler sur les véhicules et passer sur une énergie verte. Voilà, donc ça c'est les différentes solutions qu'on a proposées et dont on a pu discuter, et je vais passer la parole à Mickaël pour le côté distributeur. Oui, non, quelques mots très très rapides, merci pour ça. C'est vrai qu'en tant que distributeur, j'ai par exemple découvert aujourd'hui qu'on avait la possibilité de demander à Sonis de faire un bilan carbone de notre société par rapport à toutes les commandes qu'on pouvait passer chez eux. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui, comme moi, ont connu j'allais parler du 35 mm, mais la transition effectivement numérique et des différentes solutions qui sont mises en place par rapport aux pratiques qui pouvaient se faire avant, c'est vrai que ce sont des questions qui méritent d'être posées pour voir comment on peut faire pour toujours aller vers une réduction effectivement de notre empreinte carbone. J'ai découvert également effectivement qu'il était possible, et ça c'est vachement bien, de pouvoir commander du papier recyclé pour nos affiches. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose de plus en plus, car les pratiques effectivement commencent à changer en termes de marketing. Vous avez certainement pu le constater, nous les distributeurs, on a de plus en plus recours au marketing digital, de moins en moins effectivement au papier, sauf pour l'affichage, et il y a peut-être effectivement un équilibre à trouver par rapport à ça. Donc en tout cas, j'ai trouvé cette discussion fort satisfaisante, et je tenais à t'en remercier et à remercier effectivement Sonis et le dire pour ça. Et j'invite également distributeurs et exploitants à se rapprocher quand c'est possible, parce qu'on parlait aussi, je pense, à un moment donné d'enjeux de programmation, de voir comment effectivement entre nous, on pourrait mieux commander les quantités de papier en ce qui concerne l'affichage. Parce que j'ai connu une époque où les distributeurs, en termes d'affichage, faisaient strictement n'importe quoi. Et d'ailleurs, ces quantités sont toujours stockées la plupart du temps dans les différents stocks. Merci beaucoup. J'appelle le SCAR. Bonsoir à toutes et à tous. Mélanie Dauvernet, je suis exploitante ici en Savoie sur Ugine-Albertville. Et rebonjour, toujours Romaine du SCAR. Donc nous, je rappelle, notre table ronde, c'était sur notre atelier, c'était sur le management, le recrutement et quels outils mettre en place pour favoriser au mieux la fidélisation et l'attractivité des métiers. Et donc là, sur cette table ronde, on avait l'exploitation majoritairement représentée, mais aussi la distribution et les festivals. On a abordé 3 sujets qui étaient déjà le recrutement et l'attractivité, la question de la fidélisation des équipes, et enfin la question des gestions de conflits, gestion de violence et de harcèlement. Ce qu'on a constaté beaucoup au niveau du recrutement, c'est les inégalités territoriales qu'il y a beaucoup dans les différentes structures. C'est-à-dire qu'en général, sur les postes hauts, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se présentent
au poste parce que la seule formation qui existe pour l'exploitation, pour la distribution, c'est la FEMIS, et les étudiants de la FEMIS ont du mal à aller dans les moyennes et petites villes. Il y avait aussi un manque de candidats sur les postes un peu intermédiaires qui sont un peu transversaux, c'est-à-dire la communication, la médiation, l'administration, etc. Voilà, et on constatait aussi des roulements fréquents, et un manque de processus mis en place pour tout ça. Donc la table ronde, ça a été aussi un peu un moment pour échanger sur toutes les bonnes pratiques qu'on pouvait mettre en place. Donc là, je vais te laisser la parole à Mélanie. Merci. Donc, bien sûr, mettre en place les entretiens professionnels et évaluation de poste participe au bien-être et à l'évolution des salariés. Les moments informels en équipe, ça, on l'a bien identifié et on avait des beaux exemples autour de la table, que ce soit faire discuter ses salariés avec les spectateurs, que ce soit faire des projections de films entre équipes avec l'ensemble de l'équipe. Bien sûr, mettre en place des réunions aussi régulières, ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas pour l'exploitation. Les réunions d'équipe, on ne va peut-être pas les faire de manière hebdomadaire, mais au moins en faire quelques-unes dans l'année, et si on peut un peu plus en fonction des équipes. La mise en place aussi d'outils de travail partagés participe à la dynamique de l'information au sein de l'équipe. Donc ça reste aussi un point intéressant. La formation concernant la gestion des conflits, le harcèlement moral et les VHSS, ça nous paraît un point à vraiment renforcer. Avoir donc des référents, des affichages et de l'information bien sûr là-dessus. Et puis, on a noté qu'en fait, il y avait heureusement les jeunes générations qui venaient un peu nous bousculer dans nos pratiques, un petit peu comme ça a été dit précédemment, et qu'il était important pour ces jeunes générations d'avoir un cadre de travail beaucoup plus bienveillant et d'être attentif aussi aux horaires de travail qu'on donne. Et voilà, en fait, cet atelier, ça a aussi été l'occasion donc d'échanger sur les pratiques et de se rendre compte qu'il y avait assez peu de circulation et peu d'échanges en général dans la profession sur ça. Et donc, ce qu'on peut proposer un peu comme solution, c'est favoriser la circulation de l'information sur tous les outils à pouvoir mettre en place. Je rejoins la table de l'ACID sur ça. Voilà, faire un peu une banque de données, une banque d'informations sur toutes les ressources qu'on peut mettre en place sur les ressources humaines, sur les bonnes pratiques, etc. Peut-être faire des focus sur certaines structures. Et voilà, et dernier truc aussi, juste, sur la formation initiale, peut-être mieux faire connaître nos métiers auprès des formations initiales qui ne sont pas forcément juste cinéma, mais aussi tout ce qui est communication, administration, médiation, pour que ça rentre un peu plus dans le radar des gens et pas uniquement dans les grandes villes. Voilà. Pas mal, Romain. Et passons à la table du SDI, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Amélie Quéret, je suis productrice et on a réfléchi ensemble sur comment mieux collaborer entre les distributeurs et les producteurs. J'oublie personne, oui, et les équipes, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'on a beaucoup débattu et échangé surtout sur le moment de la tournée, de la promo et de la sortie des films. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de problématiques à cet endroit-là. Donc on a essayé de trouver quels seraient les outils qui pourraient aider ou être mis en place pour empêcher, anticiper les problèmes. Effectivement. Donc, la première chose qu'on a imaginée, c'est que souvent les problèmes viennent d'incompréhension entre les parties et qu'il serait intéressant de créer un groupe de travail qu'on voudrait assez large, d'abord producteurs, distributeurs, mais peut-être en allant au-delà, en impliquant les agents et les autres professions. Ça pourrait se faire par exemple au sein du bloc, pour travailler sur ces questions communes et mieux appréhender finalement nos métiers, pour mieux les comprendre et pour que les conflits qui peuvent naître d'incompréhension sur les contrats ou d'incompréhension des talents sur ce qu'est le distributeur puissent être levés. Deuxième élément qui nous paraît important, c'est que c'est sûr que les oreilles de ceux qu'on a appelés les talents, puis on a changé leur nom en disant que peut-être
que c'est parce qu'on les appelait les talents que ça posait des problèmes, qu'il faudrait mieux parler d'équipes de films, plus simplement. En tout cas, que les équipes de films aussi, souvent, ne savaient pas vraiment ce qu'étaient nos métiers. Alors, comme il y avait une relation de contrat entre un producteur et l'équipe du film, forcément, ce contrat les liait, imposait des choses, et notamment des clauses VHSS qui maintenant sont là, en général, dans ces contrats, mais que ces clauses-là n'étaient pas étendues au métier d'après, c'est-à-dire le distributeur et les salles. Il y avait souvent des comportements qui n'existaient plus, peut-être, ou moins sur les tournages, mais qui étaient très présents sur la suite, et que peut-être en étendant simplement ces clauses à ces métiers d'après, on pourrait résoudre un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est pourquoi pas on fait toujours une réunion de lancement d'un film entre le distributeur, et éventuellement, dans le meilleur des cas, le réalisateur ou la réalisatrice, mais rarement les comédiens. Peut-être on pourrait imaginer quelque chose de cet ordre-là, plus tôt, pour que les conditions soient posées d'un travail sain commun, et notamment de ce qu'est une tournée, de ce qu'elle implique pour le distributeur, de qui est ce bonhomme, là, le distributeur, que ce n'est pas juste une agence de voyage et quelqu'un qui va payer des dîners, et que l'exploitant n'est pas juste quelqu'un qui reçoit et diffuse le film. Voilà, donc de construire cette relation un peu plus tôt. C'était le troisième élément, et le quatrième, c'était, non, on l'a déjà dit, c'était... En tout cas, on a essayé de s'appuyer sur des choses qui existent. Donc, par exemple, la réunion de travail... Voilà. La réunion de travail, par exemple, sur les films en annexe 3, c'est obligatoire avec toute l'équipe du film. C'est obligatoire de la mettre en place, mais ce n'est pas forcément obligatoire d'y participer. Mais on s'est dit que voilà, ça pouvait être une manière de communiquer avec les équipes, avec des outils assez faciles, et d'étendre les clauses VHSS qu'on met déjà dans les contrats de travail à toutes les étapes du film, parce que parfois il y a des étapes du film qui ne sont pas contractuelles. Donc c'était une manière voilà, de le tourner un peu pour que ce soit un rappel à la décence, on va dire. Je crois qu'on a tout. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la table du GNCR, s'il vous plaît ? Donc, bonsoir. Donc Yasmine, étudiante à la FEMIS en distribution. Jérémy, exploitant à Poitiers. Donc le titre de notre atelier, c'était donc dans la lignée de l'atelier précédent du GNCR. On devait repenser une sortie différente pour les films de recherche et découverte à moins de 80 copies. Donc, comme on a dit, c'est dans la continuité des autres ateliers, notamment celui de Marseille, où depuis, il y a eu la réforme du CNC sur les films donc de moins de 80 copies, où il y avait une incitation pour les salles à programmer avec un coefficient qui permettait de majorer cette sortie-là. Donc là, à la table, on était une assemblée plutôt d'exploitants, donc notre réflexion a plutôt été orientée là-dessus. Et il manquait sans doute un distributeur, donc excusez-nous pour les conneries qu'on va dire. Donc on est toujours dans un contexte d'économie qui est de plus en plus concentré. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses avec un temps d'exposition des films qui se raccourcit d'année en année, particulièrement pour l'art essai. Et les sorties fragiles, donc en particulier les films de recherche, se retrouvent évidemment sacrifiés à l'hôtel du lundi matin, pour diverses raisons, évidemment, dans le cadre évidemment des choix de programmation qui sont faits par les exploitants. Donc, l'idée du GNCR, évidemment, ou le souhait pieux, c'est de redonner de la profondeur sur le maillage du plan de sortie, donc autant sur l'ensemble du territoire, un plus grand nombre de séances, et évidemment, et d'exposer le film plus longtemps. Donc, autant dire que ça va être, voilà, ça va être compliqué, mais on avait plusieurs pistes. Donc la première piste, c'est la plus évidente, hein, c'est essayer de retrouver de la place. Toujours le sujet du manque de place, il y a trop de films, trop de copies, trop de séances pour un même film. Enfin, on peut le prendre par plein de bouts, mais en tout cas, il ne reste pas assez de place pour les films de recherche. Comment on peut en libérer? Alors il y a toujours cette idée de créer une forme d'incitation par le biais du fonds de soutien automatique à la distribution, d'inciter donc les distributeurs à sortir plutôt leurs films en salle à essai. Pas sûr que ça soit une solution complète, mais enfin voilà. Il y a aussi
en distribution également, repenser peut-être les conditions d'octroi de l'aide sélective à la distribution dans le cadre d'une sortie de film de recherche. Peut-être essayer d'être un peu moins proche du diktat de la sortie nationale, voilà, avec ce nombre minimum de salles en SN et ce nombre minimum de salles dans le cours de la vie du film. Il y aurait peut-être quelque chose voilà, à repenser dans ce cadre-là. Autre piste de réflexion, il y avait par exemple une formule incitative en fait, pour les salles afin de s'engager précocement sur les films de recherche et découverte pour pouvoir avoir une promotion plus anticipée. Aussi, il y a une réflexion à avoir entre liens entre distributeurs et exploitants, donc quitte à renforcer en fait, les liens pour réfléchir à des outils marketing adaptés à chaque salle. Après, je n'ai plus les notes. Oui, on a une idée de carte de fidélité, effectivement, mais ça, c'est embryonnaire. Oui, voilà, et puis travailler donc justement à cette fameuse s'aider en tout cas au niveau donc que ce soit au niveau des associations et des exploitants en tout cas à travailler à la création de séances dédiées. Alors ça va faire grincer des dents évidemment les distributeurs de films de recherche qui veulent avoir une exposition large, mais sur les exploitations où ça s'y prête, hein, en l'occurrence plutôt sur les plus petites villes, essayer voilà, de fidéliser le public autour de ces films de recherche avec un créneau qui est dédié. Alors c'est une vieille antienne, mais ça a fonctionné dans d'autres cadres, donc je pense qu'on peut relancer cette machine-là aussi. Voilà. Je crois que c'est tout. Et on termine avec l'AFCAE. C'est la première fois que je viens aux arcs, alors déjà que c'est déjà que j'étais stressée si j'ai personne avec moi, trop bien. Du coup, trop grande question pour la traiter en si peu de temps. Je pense qu'il nous aurait fallu plusieurs jours. Moi, c'est Maëla Valdez. Je travaille en tant qu'exploitante au Cinéma Le Club qui se situe à Grenoble. Bonjour, moi c'est Marianne Tinan, je suis responsable institutionnel et développement dans un cinéma à Liège et Namur, donc en Belgique. Et c'est la première fois que je viens aux Arcs aussi. Donc voilà, effectivement c'était compliqué, mais donc on s'est rendu compte que de toute façon, la sortie d'un film, l'exploitant il avait toujours le choix, donc c'est un choix esthétique et politique, et donc un choix éditorial. Et dans le cas des films abîmés, il se retrouve souvent bien seul. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que de pouvoir travailler en collectif et être soutenu en fait par la chaîne production-distribution était vraiment quelque chose de fondamental et qui pouvait vraiment l'aider à sortir ce film et à le programmer. Et on peut faire un parallèle en fait dans cette dimension collective entre le fait qu'un film aussi, c'est pas non plus l'acte d'un seul homme ou d'une seule femme, c'est aussi tout un collectif qui est derrière. Les outils à mettre en place, on a finalement discuté et repris ce qui avait été mis en place par la production et la distribution de Je le jure. Du coup, informer sur les grilles de prog, les catalogues, les sites, les flyers et les réseaux sociaux de ce qu'il en est, enfin exactement ce qui a été fait pour Je le jure. Ça, c'est tout ce qui est communication. Et sinon, plus en réel avec les spectateurs et les spectatrices, il peut y avoir en avant-séance soit une prise de parole, soit un carton avec un QR code et le QR code qui indique où une fois qu'on va sur le QR code, on a encore plus d'informations et ça peut être mis à jour et c'est pas figé dans le temps. Donc pareil, comme ce qui a été fait pour Je le jure. Et puis, ça peut également être des débats qu'il peut y avoir sur le film ou avec des échanges. Et ça, pour les débats, je te repasse la parole, mais du coup, on aurait besoin de ressources. Et ça, c'est plutôt les distributeurs qui pourraient aider les exploitants. Oui, donc c'est ça, c'est dans cette dimension-là, c'est qu'on se dit que ça peut aider les exploitants d'avoir par exemple des listes de spécialistes, des différents contacts, des personnes ressources qui seraient données par la production et la distribution quand ils ont été confrontés à ça. Et l'idée, c'est aussi la gradation de l'information qu'on peut donner au public. Donc le public, il est responsable en fait. Donc on peut donner une première information et puis derrière, qu'il puisse aller chercher ce qu'il a envie. Et dans cette veine-là, on peut aussi, par exemple, lui proposer des podcasts sur la question. Par exemple aussi, le cinéma
l'exploitant peut aussi rédiger un document dans lequel il explique ses choix de programmation et les difficultés auxquelles il est confronté dans le cas des films abîmés. Et voilà, je repasse la parole pour la fin. Du coup, pour finir, il y a plein de questions qui sont restées en suspens, notamment la bande-annonce. Est-ce qu'on met un carton? Est-ce qu'on prévient lors du film-annonce? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus qu'un simple carton et peut-être un spot au début, un spot vidéo au début du film avec peut-être plus d'explications ou plus de données pour les spectateurs et les spectatrices? Et aussi, grande question, que faire quand il y a des accords au sein de l'équipe, quand en fait, la personne qui vend les tickets, c'est pas elle qui a programmé le film, ou alors peut-être même le directeur ou la directrice, c'est pas elle qui programme les films, et qu'en fait, ce qu'on a dit au tout début, le choix de prog, en fait, c'est pas pour ces salariés-là. Donc ça, c'est resté en suspens, on n'a pas d'outils encore à proposer. Voilà.